présente. Les conditions sanitaires, ou en tout cas, si ce n'est les conditions, les réglementations sanitaires, nous permettent de faire ce conseil dans cette salle. À partir du moment, excusez-moi, où est-ce qu'on a vérifié le pass? On n'a pas besoin, d'accord, mais on doit rester masqué. D'accord. Parfait, tant mieux. Donc, merci de votre présence à tous, les derniers conseils de l'année. On a décalé un tout petit peu parce qu'on savait que de toute façon, il fallait qu'on soit dans l'obligation de faire ce conseil après le 18 décembre. Donc, on l'a décalé un tout petit peu ouvert, même si ça bouscule un petit peu les agendas des uns et des autres. Mais encore une fois, ce n'est que plus méritoire que vous soyez ici parce que certains sont partis ou ont des obligations. Je pense à Catherine Navarre qui a donné sa procuration à Françoise Ariag, c'est bien ça. Joël Hureau qui a donné sa procuration à Laurent Juel. Monsieur Capelli qui a donné sa procuration à Ramucho Lavataramini. C'est bon? C'est les procurations que j'avais. Voilà. L'ordre du jour, vous l'avez sous les yeux. Vous l'avez sous les yeux, on va le décaler un petit peu peut-être. Vous l'avez reçu normalement. Donc, vous avez l'approbation du procès verbal du Conseil municipal du 27 octobre, le compte rendu des décisions du maire. Et je vous donnerai un petit complément sur une disposition qui ne fait pas l'objet de délibération, mais simplement de l'arrêté du maire, je vous en parlerai tout à l'heure. Et ensuite, nous arrivons à un conseil où il y a un peu plus de 16 délibérations, je crois, avec l'accueil et le remplacement dans les commissions d'un nouveau conseiller municipal, d'une nouvelle conseillère municipale, pour la suite de la commission de Mme Charbois. L'acceptation des dons, et je viens d'en recevoir deux autres, relatifs à la restauration de l'église, les décisions modificatives budgétaires, et là on va avoir une séance assez fournie, puisqu'on a 3 décisions modificatives budgétaires qui ne concernent pas forcément le même budget, mais bon, une régularisation de dépenses, et là il y aura différents commentaires aussi, l'instauration de principe de redevance réglementée pour santé provisoire des travaux sur les ouvrages des réseaux de distribution de gaz, l'évaluation sur le radis du labour, c'est comme le Père Noël, ça revient toujours à la même époque à peu près. Ceux qui ne reviennent pas à la même époque, c'est dommage, c'est les fonds de concours de la CAPB, mais c'est cette délibération-là qui nous obligeait à prendre une délibération miroir par rapport à la tenue du conseil communautaire du samedi 18. Ensuite, on en profite parce qu'on a eu le calendrier et quelques éléments, et on sait comment ça se passe là aussi, pour pouvoir solliciter la dotation d'équipement aux territoires ruraux pour la place de la Brocante, une sollicitation du conseil départemental toujours sur la place de la Brocante, le permis d'aménager afférent à la place de la Brocante, et puis, ça c'est un petit peu nouveau, une convention fourrière animale, enfin c'est nouveau, ça revient, c'était une compétence qui dépendait de Feu l'agglomération Sud Pays Basque, qui, quand on est passé en agglomération Pays Basque, n'a pas repris la compétence fourrière animale. Donc il fallait s'organiser, c'est désormais une chose faite ou à peu près, par la signature de cette convention. Ensuite, deux rapports, enfin, l'approbation des rapports, ça aussi, c'est sur il y a un vote, l'approbation des rapports de la commission locale d'évaluation des charges transférées, qui ne nous concerne pas directement concernant ces charges transférées, ça concerne davantage, vous l'avez peut-être lu dans la presse, les déchets verts de Saint-Jean-de-Luz et les différents équipements communaux de Tardets, etc., etc. Et puis ensuite, 2 rapports informatifs concernant l'eau potable et l'assainissement et la collecte des déchets. Voilà. On peut attaquer. Approbation des procès-verbaux du 27-10-21. Vous avez reçu ces procès-verbaux. J'ai eu une discussion cette semaine avec un de nos élus alors je le redis parce que ça paraît aujourd'hui évident, tellement évident, qu'on l'oublie même dans notre fonctionnement. Vous recevez, on fait le maximum pour que vous receviez les délibérations les plus abouties en amont de ces conseils. Mais communes de moins de 3500 habitants, nous ne sommes pas soumis à cette règle de vous communiquer ces délibérations. On le fait, et là je dois remercier grandement nos services, parce que voilà, on a instauré, nous, comme règle, ou en tout cas comme pratique,
la possibilité d'avoir ces délibérations au même moment que l'invitation au conseil municipal. Mais, je le redis, commune de moins de 3500 habitants, il est assez rare de voir des communes qui permettent ce type de disposition. Donc merci au service, encore une fois, de préparer ces délibérations pour que tout un chacun, y compris le groupe d'opposition, bien entendu, puisse travailler ces délibérations en amont et arriver au conseil municipal avec quelques éléments de réflexion, d'interrogation, de commentaires, d'observation, ce qui ne manque pas. Donc voilà, vous avez dû recevoir ce procès verbal. Est-ce qu'il y a des observations, des commentaires, des questions? S'il n'y en a pas, on considère qu'il est adopté et je vous remercie. Sur les comptes rendus des décisions du maire, vous avez ici les 3 candidats à ce qu'on va appeler l'aménagement de l'aire de jeu de Loïdeta. Alors, quand on parle de l'aménagement de l'aire de jeu de Loïdeta, on avait déjà posé une petite cabane forestière, ça tombe bien, elle est sous un couvert de bois, dans ce lotissement qui grandit de bonne manière. Les travaux ont été lancés, on peut voir un certain nombre de destinataires qui commencent à monter leur maison, notamment le logement social autour de HSA. Et là, c'est pour pouvoir redonner, enfin, accompagner un tout petit peu cette aire de jeu avec une clôture d'enceinte, des bancs et des sols amortissants. Alors vous aviez on a reçu 3 devis à l'appel qu'on a lancé. Et celui qui a été retenu, c'est bien Hiroekin pour 7 303,48 €, qui concerne un aménagement avec des barrières un peu champêtres. Peut-être que Laurent pourrait nous en dire un petit peu plus. Une clôture un peu girondine avec. Girondine, c'est celle qui sont en ferraille. C'est pour les. Ganivelle, après un banc, histoire de sol, et puis le sol amortissant, je crois que c'est la pelouse. La pelouse en gazon synthétique. Voilà. La superficie. Comment? La superficie de l'enclos. Je sais pas. On dit 30 mètres carrés, 30 mètres carrés, quoi. Voilà. Une par 6. C'est centre. En fait, on avait placé le jeu au milieu de 4 arbres. D'accord. Voilà. C'est une parcelle qui reste l'aménagement autour du jeu, il n'y a pas de nouveau jeu qui est. Non, c'est une parcelle qui était restée dans le domaine communal et qui n'était pas dans le cadre du lotissement. C'est bien ça? Et puis on avait voulu au départ le laisser comme ça, et puis après pour une histoire de propreté, que les gens puissent venir s'asseoir, amener les gosses, et puis que les chiens n'aillent pas aussi voilà. On garde l'aspect champêtre. Voilà, au départ, l'idée c'était surtout de lui garder ce côté rural et forestier, mais il faut l'accompagner d'un peu plus de confort pour les parents ou les grands-parents qui accompagneraient les petits. Moi je trouve que c'est un équipement assez réussi, qui tient dans le temps, c'est toujours et surtout il ne dénature pas cet endroit-là, parce que quelquefois on voit arriver des équipements avec des tubes en verre, en ferraille, des plastiques, etc. Là la cabane elle est en bois, je ne sais pas si vous l'avez vu, elle est sur pilotis, il y a un petit toboggan, c'est très sympa. Question? Pas de questions? Voilà. Ensuite, une autre décision suite à un projet dans le projet d'école, c'est le conventionnement avec les centres musicaux ruraux. Alors ça avait été abandonné, puis ça a été repris dans le cadre des projets présentés par les enseignants, l'école, les parents d'élèves, etc. C'est un enseignement obligatoire, mais qui est aujourd'hui un peu sous-traité, c'est peut-être pas le mot le plus élégant, par les centres musicaux ruraux. Là, on n'avait pas à négocier, c'était juste une facture pour nombre d'interventions. Alors évidemment, tous ces projets-là sont validés par l'éducation nationale, puisqu'ils sont sur le temps scolaire, et c'était pour un ensemble de 4 986,88 € au total sur l'exercice scolaire 2020-2021. Des questions?
Pas de questions? Voilà, ça permettra très certainement à nos jeunes de s'initier encore à des pratiques musicales. Ça vient non pas en complément, mais en amorce peut-être de ce qui pourrait se pratiquer avec l'Anétique Eguina. Vous savez que l'Anétique Eguina est une association andaïaise qui conventionne avec la CAPB. Et il y a quelques années, on avait demandé à cette association, qui recevait quelques soutiens de la CAPB, de pouvoir irriguer le territoire, non pas avec sous l'esprit et le concept d'un conservatoire, mais au plus près des habitants. Vous savez on le verra peut-être dans une délibération suivante en plus, le conservatoire est à Saint-Jean-de-Luz. Il y a quelques élèves du conservatoire qui font partie de notre village, mais là, dans Culture Chocolat, on a conventionné avec l'Anétique Eguina sur un certain nombre d'opérations, dont des cours de guitare, etc. Il faut savoir que l'Anétique Eguina dispense aussi des cours de chistou, de gaïta, etc. Et moi, j'aimerais bien, peut-être qu'on arrive à mobiliser un tout petit peu nos élèves, ou peut-être même les plus grands, parce que l'Anétique Eguina, dans le cadre de sa compétence musique actuelle, donne des cours de ce type-là. Voilà. Je ne vous referai pas les vœux en chistou cette année. Non, je sais ce que on fait une fois, on ne va pas le refaire d'autres fois. Voilà, on reparlera des vœux en fin de séance aussi. Concernant donc des commentaires, des observations, excusez-moi, des questions? C'est bon? Et puis ensuite, renouvellement de la convention PIG de la CAPB. Alors ça c'est très français, on utilise toujours ces acronymes. Le PIG, c'est le programme d'intérêt général conventionné avec la communauté d'agglomération du Pays Basque. Alors, pour donner quelques indications sur ce qu'est ce programme d'intérêt général, il concerne principalement l'habitat et la rénovation dans le cadre de l'habitat. Et nous avons un certain nombre d'AESTAR qui se sont positionnés sur ces aides. Alors, ça va de quoi? Des douches, de douches PMR, voilà, des chaudières et poêles, des poêles et BMC, isolation, menuiserie, peinture, chauffage. Alors, le montant total, pour vous donner un ordre d'idée, alors peut-être que je peux donner les noms des familles, etc., parce que c'est public, donc voilà. Donc, pour un montant total concernant la douche PMR de 4 162 €, la commune participe pour 104 €, la participation de la CAPB au l'ordre de 208 €, la participation de l'ANA pour 1 457 € et un autofinancement de monsieur Lassaga Raymond de 2 809 €. Voilà, monsieur Leclerc Baptiste, chaudière et poêle, c'est un montant total de 8 450 €. La participation à la commune d'Aetz vient à hauteur de 211 €. La participation à la CAPB, 423 €. L'ANA, 4 225 €. Et dans les autres participations, parce qu'il y a aussi d'autres éligibilités en fonction des revenus, en fonction des travaux, en fonction de tout un tas de critères et de clés d'entrée, Habiter mieux pour 845 € et le conseil départemental pour 845 € aussi, et en autofinancement 2365 €. Donc vous voyez quand même là, par exemple, sur un projet à 8 450 €, la participation personnelle de M. Leclerc-Baptiste de 2365 €. Bon, c'est une aide assez substantielle. Et bien sûr, tout ça est limité, conditionné avec conditions de ressources, etc. Et là, c'est encore plus important, un montant total de travaux de 24 690 € qui concerne un poêle et une VMC, a priori. Participation à la mairie d'Aetz, 500 €, participation à la CAPB, 1 000 €, participation à l'ANA, 10 000 €, Habiter mieux, 2 000 €, conseil départemental, 2 000 €, CARSAT, c'est quelqu'un qui peut être voilà, à la CARSAT, et l'autofinancement de 8 047 €. Voilà. Donc sur ces trois projets-là, je peux dire qui est la troisième personne, que je l'ai dit pour les autres, c'est Madame Mendozo Bernadette.
Donc la participation de la commune sur ces 3 projets, et ça a été, ça va être mandatement possible en 2021, 815 euros. Après, vous avez d'autres projets qui vont être éligibles d'ici, voilà, qui sont déjà identifiés. Isolation, menuiserie, peinture, chauffage, isolation, menuiserie. Voilà, pour des gens qui sont vraiment d'Aetz. Et c'est des résidences principales, bien évidemment. Excusez-moi. Ouais. Voilà. Excusez-moi, juste un petit complément par rapport au mandatement. Après discussion avec notre trésorière, ça arrivera en 2022, le mandatement. Ça ne passera pas sur le budget 2021, ça sera mandaté en 2022. D'accord. Voilà. Ah oui, il y a eu une séance d'échange aussi par rapport aux caractéristiques techniques de comment on l'impute. C'est ça ? En fonctionnement ou en investissement, sachant que ça sera de l'investissement et il faudra l'amortir sur une année, mais il faudra qu'on prenne une délibération pour pouvoir intégrer ces charges-là dans de l'amortissement. C'est le nouveau plan comptable, alors que jusqu'à présent d'autres communes pouvaient le faire en fonctionnement, d'autres le faisaient aussi en investissement. On va suivre le code tel que l'indique la trésorière, mais ça nous oblige à quelques détails techniques qu'il faudra régler sur les premiers conseils en janvier pour pouvoir l'inclure dans les budgets de mandataires en 2020. Voilà. Des questions sur ce pic ? Non ? Ça va ? Et puis, bon, à titre pas anecdotique, parce que ça concerne au plus près la vie des agents et donc de la collectivité, nous avons fait une réunion cette semaine, mais lundi, donc c'était la semaine dernière, jeudi dernier, avec tous les agents de la collectivité, pour leur présenter ce qu'on appelle les lignes directrices de gestion. Alors là, encore une fois, ça ne fait pas l'objet d'une délibération au sein de ce conseil, c'est juste un arrêté que je prends pour signifier le lancement de cette démarche et la méthodologie. Ces lignes directrices de gestion, elles font partie d'un cadre réglementaire qui est défini par la loi du 6 août 2019, dite de transformation de la fonction publique. Et en gros, elle participe à 2 axes un peu particuliers. L'un concernant la stratégie pluriannuelle du pilotage des ressources humaines et l'autre, l'orientation et la valorisation des parcours professionnels. Plusieurs enjeux, plusieurs objectifs. Nous avons présenté l'ensemble de ces éléments aux agents. Ça a été très intéressant parce que c'est un outil à leur disposition pour mieux comprendre quelle peut être leur vie professionnelle au sein de la collectivité, qui les concerne particulièrement, et avec qui, au-delà du diagnostic qui a été fait par un premier groupe de pilotage dans lequel certains élus sont évidemment l'élus aux ressources, l'élu aux finances, Joël Di Fabio, l'élu aux solidarités, Odette Coquerel, puis nos différents directeurs de service, le DGS, la directrice ressources humaines. Ce diagnostic a été partagé, donne déjà une belle photographie au-delà de ce qu'on appelle le bilan social, etc. Et là, on va basculer dans une deuxième séquence où on intègre des représentants des agents pour pouvoir mieux définir avec eux où sont les chantiers prioritaires et comment on les organise pour pouvoir arriver et évaluer la pertinence de ces instances et des actions qui sont menées dans le pilotage des ressources humaines sur la collectivité. Voilà, des questions ? Le dossier est accessible pour les élus, pas ? Je pense que oui. Bon, le bilan qui a été fait. Alors le bilan social, on en fait un chaque année. Voilà, le bilan social, ça peut être intéressant effectivement de connaître un tout petit peu comment est composée notre collectivité. En gros, ce qu'il faut retenir, et c'est important d'avoir cette préhension-là, c'est que nous, pour une collectivité de un peu plus de 2000 habitants, nous développons un bon nombre de services à la population. Dans le cadre surtout de l'enfance et la petite enfance, que ce soit autour de la crèche ou du centre loisirs, centre hébergement, du périscolaire, etc., etc.
Vous les voyez de toute façon dans les votes successifs des budgets. Pour pouvoir amener ces services-là, il nous faut un certain nombre de personnel. Je crois que ça correspond à 27 équivalents temps plein. Et nous avons essayé justement de restructurer au vu d'un projet politique un peu consistant, de réharmoniser un petit peu ces carrières, ces métiers, ces filières, ces professions. Alors, comment dire, il y a deux choses qui viennent se télescoper. C'est les services que nous apportons à la population et les moyens avec lesquels nous contribuons. Par exemple, un indicateur important pour notre collectivité, c'est de savoir que dans notre budget de fonctionnement, les charges personnelles correspondent à entre 56 et 63% de notre budget de fonctionnement. C'est bien ça, je parle sur votre contrôle. 56 et 63%. C'est assez conséquent. C'est assez conséquent. Mais il faut aussi arriver à définir ce que sera cette charge dans les années à venir, considérant qu'on a des gens qui évoluent dans leur carrière, qui participent complètement à la vie de la collectivité, mais qui aussi, on va dire, de façon tout à fait normale, mobilisent des ressources publiques et de l'argent public. Donc, nous essayons de gérer ça au plus près. C'est un exercice en soi. Oui, c'est important. C'est important. Voilà. Et bien sûr, moi, il n'y a pas de problème pour que vous puissiez. Alors, on en est au début de ce travail-là. Le diagnostic a été posé. Aujourd'hui, on va intégrer, alors on va donner, je crois, jusqu'au 15 janvier. Enfin, jusqu'au 21 janvier, pardon, pour que les services entre eux, en fonction des critères que nous leur avons posés, c'est-à-dire une sorte de représentation un peu objective de ce qu'est la collectivité. Et en gros, on a quoi? On a des agents techniques, on a des agents de la filière animation, on a des agents de la filière sociale, de la filière administrative, et que pour pouvoir avancer de façon un peu harmonieuse par rapport à tout ça, il ne faut pas qu'il y ait une surreprésentation ni une sous-représentation d'une filière par rapport à une autre. Il faut que chacun puisse arriver. Alors on n'est pas, je vais couper court, hein, on n'est pas non plus dans un exercice syndical du projet. On est véritablement dans comment on articule ces lignes directrices de gestion avec la vision politique, parce qu'encore une fois, la vision politique, c'est comment on décline les services. Par exemple, on a mis en place une ludothèque. Pour mettre en place une ludothèque, on a profité de la réorganisation des services au gré de 2 départs en retraite pour dire, bon mais tiens, on va mutualiser certains postes de cette façon-là, et puis on va embaucher quelqu'un qui va avoir un profil ludothèque. C'est bien ça. Voilà, alors on essaie de le faire à tout constant, mais si on grille des heures sur la ludothèque, et c'est ce qui peut arriver, mais à un moment donné, il faut trouver les moyens pour pouvoir rémunérer la personne qui va participer à l'animation de cette ludothèque, y compris dans un projet évolutif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce projet, on est au balbutiement. En gros, on a des espaces, on a des jeux, on a une animatrice, parce que ça ne se fait pas tout seul. Il faut être très professionnel pour pouvoir animer une bibliothèque. Et puis, on a un public que je vais appeler captif, qui sont des élèves. Aujourd'hui, on ne les prend pas dans le temps scolaire, on les sollicite dans le temps périscolaire ou extrascolaire. Mais certains gamins, et on l'a déjà entendu, se plaignent un peu du fait que s'ils ne restent pas à l'étude, par exemple, ils ne peuvent pas bénéficier de cet accompagnement du jeu, qui est aussi un accompagnement très formateur. Donc, comment on fait évoluer le projet, y compris peut-être pour arriver un jour à une ludothèque qui pourra prêter des jeux dans les familles, parce qu'on sait aussi tout l'intérêt du jeu dans la relation familiale, sociale, etc. Et on a fait une soirée, on devait en faire une deuxième, mais les impératifs de la situation sanitaire ne nous ont pas permis d'aller jusqu'au bout. Ça devait être vendredi dernier. Mais à la soirée de lancement, on a été presque dépassé par l'opération, parce qu'on a dit tiens, on va lancer la ludothèque, et là on a vu arriver tout un tas de familles, tout un tas de gamins, et très honnêtement, c'était bien, parce que ça avait marché, mais ce n'était pas tout à fait le fonctionnement banal d'une bibliothèque telle qu'on l'entend. Donc là aussi, il va falloir un peu générer mais oui, les éléments qui permettent à cette bibliothèque de bien fonctionner.
Voilà, excusez-moi, c'est à titre d'exemple, mais oui, monsieur Labatare-Mendy, bien sûr, c'est une directrice de gestion peuvent être à votre disposition. C'est un document, alors, il y a des éléments, mais on en est encore à la première, j'ai appelé ça saison 1, épisode 2 ou 3. On m'a dit si j'étais un fan de Netflix, pas plus que ça, mais ce qui est clair, c'était juste pour montrer un petit peu la façon itérative dont le projet va se construire. Est-ce qu'on a fait le tour sur les éléments informatifs de ces décisions, de ces actualités? Je crois. On peut passer peut-être à la première délibération. Oui, je vous prie de m'excuser, elle était préparée bien avant que j'ai votre retour, c'est pour ça qu'il n'y a pas votre nom sur le projet de délibération. Il sera bien entendu remis en bonne et due forme au moment de la signature et de l'envoi des actes. Alors vous faites bien de le dire, parce que la première chose, c'est je voudrais remercier l'engagement de Mme Charlois dans les peu de temps qu'elle est restée sur ce mandat, et lui souhaiter aussi mon plus prompt rétablissement, puisque voilà, ce sont des circonstances un peu particulières qui l'écartent de ce, si j'ai bien compris, de son engagement. Elle a été très présente, très engagée, elle a beaucoup participé à nos débats, c'était une nouvelle élue. Donc je voulais signifier aussi cet engagement à l'heure où dans la sphère citoyenne, on a de plus en plus de mal à recruter des gens qui s'engagent. Madame Charlois s'est engagée, elle ne peut pas continuer, mais je tenais à la remercier. Et de la même façon, je vais remercier Madame Marichou Martí-Corena, parce que voilà, elle était sur la liste d'opposition. C'est un contexte un peu particulier. Au tout départ, c'était Madame Fordin qui devait arriver. Puis Madame Fordin est venue, puis elle a démissionné. Puis ça a été Madame Charlois. Madame Charlois est venue et elle démissionne. Et dans la liste suivante, c'était M. Andonis Souissareta, dont il est fait Andonis Souissareta, dont il est fait mention ici, qui lui a dit avant toute chose, je ne peux pas aller plus loin, j'ai trop de responsabilités personnelles, professionnelles, etc. En tout cas, c'est ce qu'il nous a expliqué dans son courrier, et que donc il laissait sa place. Donc tout naturellement, nous avons été chercher la personne suivante sur la liste, comme c'est la loi. Et c'était Madame Martí-Corena. Donc bienvenue Madame Martí-Corena dans ce conseil. Vous êtes une nouvelle élue. Donc il va peut-être vous falloir, mais je sais que vous allez très vite appréhender tout ça. Il va peut-être vous falloir un peu de temps pour arriver à comprendre comment les choses fonctionnent, mais je pense que vous avez été bien accompagné dans ce rôle. Vous êtes quelqu'un du village, vous connaissez particulièrement bien ce village, donc c'est toujours un plaisir de voir les enfants du village s'investir dans le village. Normalement, c'est ce que je vous souhaite, ce mandat vous amènera jusqu'en 2026, je crois que c'est à peu près ça. 6 ans de mandat, on a été élu en 2020, donc il nous reste encore un bon bout de temps à travailler, à œuvrer dans ce conseil. Vous êtes élu sur une liste d'opposition. Moi je dirais qu'au-delà d'où on vient, qui on est, etc., on a un engagement pour notre village et on peut avoir des points de vue différents. L'important dans une instance comme la nôtre, qui est le conseil municipal, c'est d'essayer de faire au mieux pour nos habitants et dans le cadre de nos prérogatives qui ne sont pas infinies. J'ai eu l'occasion de dire parfois que si on voulait changer ceci ou cela, ce n'était pas le conseiller municipal qui fallait être, mais député ou sénateur. Conseiller municipal, vous aurez déjà pas mal de travail. Donc, ce que je vous souhaite, c'est que vous y trouviez du plaisir, du bonheur, de la satisfaction. Et puis je vais vous laisser quelques mots, si vous le souhaitez, pour vous présenter et dire qui vous êtes et ce que vous avez peut-être pour projet dans votre participation au sein de ce conseil. Merci pour l'accueil. Je ne vais pas trop m'étaler, ce n'est pas un exercice que j'aime forcément faire. Tout simplement, voilà, je prends la suite des collègues. Je vous rejoins par rapport à cet exercice auquel je vais m'y mettre, je vais essayer de comprendre. Voilà. J'aime bien faire les choses par moi-même, comprendre par moi-même. Voilà. Il me faut mon temps. Voilà. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire, voilà, je crois que j'ai commencé par ça. C'est le mien, donc voilà, certaines choses sur lesquelles peut-être
voilà, ça sera plus facile que d'autres. Il y a des sujets que je maîtrise, d'autres beaucoup moins. Voilà, chacun son domaine. Voilà, je le ferai aussi toujours en lien avec ma vie à moi, avec ce que je peux donner. Et puis on verra. Je prends les choses comme elles viennent. Pour AS en fait. Voilà, c'est déjà un très beau projet. voilà. Merci, Madame Marty-Corena. Comptez sur nous tous. N'hésitez pas, posez des questions. Toutes les questions sont bienvenues. Effectivement, vous avez raison. La particularité des mandats de ces dernières années, c'est qu'ils se sont de plus en plus complexifiés, peut-être, institutionnalisés, et qu'il faut un certain temps pour arriver à comprendre qui fait quoi, dans quelle mesure, etc., et comment les choses se montent. Alors, voilà, on a tous aujourd'hui une certaine expérience de ça. Il y a aussi de nouveaux élus au sein de ce conseil. Vous en avez un bon nombre autour de cette table, d'ailleurs. Donc n'hésitez pas. Alors, ils ont un peu d'avance sur vous, mais pas tant que ça, parce que depuis 2020, on a fait pas mal de choses, mais je dirais pas de la façon la plus banale. Voilà. L'important, c'est la sincérité avec laquelle vous engagez. Je crois que vous en avez beaucoup. Et puis après, le reste viendra et suivra. Donc vraiment, bienvenue. Et pas de complexe à poser mes questions. Ça, c'est pas un souci par contre. Il n'y a pas de mauvaises questions. Il peut y avoir de mauvaises réponses. Mais voilà, et ça, c'est autre chose. Merci. Donc, on va vous installer. Alors, vous êtes installé de fait, mais pour des raisons, on va dire, délibératives et de légalité, il y a une délibération qui vous est proposée. Alors, on peut toujours retravailler cette délibération, mais en sachant que c'est un petit peu la délibération domino. C'est-à-dire que si on touche à quelque chose, il va falloir réintervenir sur d'autres éléments. Là, je ne vais pas dire que c'est compliqué, parce que ça vous découragerait, mais voilà, on va peut-être, dans un premier temps, si vous en êtes d'accord, vous remplacer en lieu et forme de Madame Charpois, et ensuite, au fur et à mesure de vos appétences, vous pouvez dire, bon écoutez, non, ça... Non, en fait, je ne vais pas vous cacher, je ne peux pas aller ailleurs que dans ces... Ça correspond. Donc ça tombe pile. Oui, ça correspond. Eh bien, c'est super. Déjà, c'est bien. Donc, Madame Gaëlle Charpois a informé le maire en parcourrier en date du 18 novembre 2021, reçu en mairie le 19 novembre 2021, de sa démission du conseil municipal d'Aix. Comme le prévoit l'article L270 du Code électoral, le candidat mentionné immédiatement après les derniers élus est appelé à remplacer le conseil municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. C'est dans cet esprit que j'ai invité à siéger au sein de cette assemblée. Considérant la lettre de désistement de M. Androli Soubissareta en date du 9 décembre 2021, personne suivant directement Mme Charpois sur la liste électorale, M. le maire a invité à siéger au sein de cette assemblée Mme Marty-Corena Marichou. Par délibération du 27 mai 2020, le conseil municipal a procédé à la création pour la durée du mandat de 8 commissions municipales et a fixé la liste de leurs membres respectifs. Par délibération du 1er juillet, le conseil municipal a procédé au vote du nombre des membres du CCAS et à la nomination par vote des administrateurs. Par délibération du 29 juillet 2020, le conseil municipal a installé Mme Charpois en remplacement de Mme Forden dans les différentes commissions. Mme Charpois siégeait au sein des commissions suivantes: communication, association culture, sport, solidarité, affaires scolaires et urbanisme, environnement et développement durable. De plus, elle avait été élue comme administratrice du CCAS. La nouvelle composition du conseil municipal nécessite donc de pouvoir le poste vacant au sein de ces 5 commissions municipales, ainsi que le poste d'administrateur du CCAS, tout en respectant le principe de la représentation proportionnelle de l'Assemblée délibérante pour permettre l'élection pluraliste des élus. Dans ce cadre, le conseil municipal, je vous propose d'approuver les modifications de composition des commissions municipales concernées du conseil d'administration du CCAS en désignant Mme Marty-Corena Marichou nouvelle conseillère municipale en lieu et place de Mme Gaëlle Charpois, conseillère municipale démissionnaire. Est-ce qu'il y a des observations? On passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous félicite. Merci. Oui. Juste une question, en fait, c'était par rapport au fait qu'elle avait été élue comme administratrice du CCAS. Oui. Du coup, on
expliquer par la suite précisément. Oui, alors on vous expliquera, enfin je pense que vous savez parfaitement ce qu'est un CCAS. Je crois savoir, oui. en tout cas. C'est plus le poste d'administrateur pour que, voilà, au sein de cette commune. Mais peut-être pas de ce côté de la barrière, effectivement. Donc là, vous plongez non pas dans la face obscure, mais dans une instance. Alors j'en suis le président, c'est-à-dire de fait et par les statuts. La vice-présidente, mais qui officie dans l'animation de ce centre communal d'action sociale, c'est Madame Odette Colquerel-Aldanois, qui déjà savait que ça allait vous allier et s'était fait un plaisir de vous accueillir dans ce CCAS. Elle ne vous le dira pas ce soir, mais en tout cas, elle était très très contente de vous voir arriver, parce que vous avez une appétence et une compétence, je le suppose, marquée dans ce domaine. Oui, évidemment, ça nécessitera peut-être même une formalité supplémentaire à l'intérieur du CCAS, puisque le CCAS n'est pas une commission municipale, c'est bien une instance particulière aux côtés du conseil municipal, pluricollégial, et que donc il faudra installer Madame Maréchou Marty-Courélien à l'intérieur de ce CCAS, peut-être par un vote, qui, je n'en doute pas, se fera à la grande majorité, si ce n'est à l'unanimité, je vous le souhaite. C'était votre question? Oui, donc ça sera... Oui, c'est pas aujourd'hui, mais on annonce la couleur. Non, c'est pas. Voilà. Merci. Et je peux vous dire que oui, il y a du travail, il y a peu de moyens, mais peut-être que ces moyens viendront, il y a des idées, il y a des pistes, et que dans cette période-là, oui, il y a du travail, ça me dit encore, mais je me plais à les remercier et à saluer cet engagement. Par exemple, ça peut paraître tout à fait banal, mais ça n'est pas. Nous mettons en place un centre de vaccination tous les samedis, et y compris peut-être le mercredi matin. Voilà. À l'unanimité, les gens apprécient énormément ce service de proximité. Certains viennent même de loin, ce qui est encore un autre sujet. Mais les professionnels qui animent reconnaissent la qualité des installations, la qualité de l'accueil, et il nous faut des bénévoles, des gens un petit peu encadrants. Samedi, c'était Françoise et Catherine Nabat, bien ça, parce qu'Odette était à l'aglo, conseillère assurer ma suppléance à l'aglo. C'est la première fois que j'étais non présent, que je faisais agir ma suppléance à l'aglo, mais c'était pour une bonne raison, donc voilà. Oui, vous aurez du travail, et on compte aussi sur vos idées, sur votre capacité à comprendre aussi ce qu'est le fonctionnement du CCAS. Alors vous venez d'une structure, vous exercez dans une structure bien plus importante, bien plus organisée. C'est pas notre... mais on aura l'occasion d'en discuter. Merci. On passe à la délibération numéro 2. Et je vais vous demander pour cette délibération numéro 2 d'accepter deux nouveaux dons. Deux nouveaux dons qui me sont arrivés ce soir. Donc, à la suite de ces dons, de M. Éric Bonnemaison, de M. Jean-Pierre Técou, de Mme Marie-André Dufault, de Mme Hervé Lortio, j'ai deux dons qui souhaitaient rester anonymes, mais ça va nous poser un problème dans la rédaction de cette délibération, s'ils doivent rester anonymes ou pas. Non, on n'a pas de public. Donc ils peuvent rester anonymes. Ah, on est filmé, oui, pardon, j'avais oublié la caméra. Excusez-moi, j'avais oublié la caméra. Est-ce que ça pose... Non, alors, en règle générale, aux élus, je dis toujours qui a participé, voilà, parce que c'est normal. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir aussi un souci de contrôle. Il faut savoir que cette opération d'onde fiscalisable, premièrement, nécessite quelques autorisations, et ce n'était pas du tout, on va dire, commun au départ, même si aujourd'hui cette démarche se banalise un tout petit peu, y compris dans certaines communes. Nous avons été la première commune en direct à participer à cette autorisation. Mais la loi prévoit bien qu'il ne doit y avoir aucun effet retour d'intéressement, de publicité, etc., par rapport
aux donataires en question. C'est pour cette raison que j'ai toujours donné, y compris quand il y avait eu une volonté publique d'anonymat, j'ai donné aux élus les noms de tous ceux qui avaient donné pour que ce contrôle puisse s'exercer. En l'occurrence, ici, c'est le nom d'un élu d'Aetz, c'est d'une part M. Goyetch en nom propre et l'entreprise Goyetch pour l'entreprise. Une fois que j'ai dit ça, Qui souhaitait rester anonyme. oui, mais j'ai toujours dit, oui, mais j'ai toujours dit Tu peux donner l'information. aux élus. À quel moment on est filmé, c'est des éléments qui peuvent être attendus depuis, donc je m'en fous. Mais sur la délibération, si tu le souhaites, on le rendra anonyme, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, pour les élus. Je crois, ça m'a toujours interrogé parce qu'effectivement, depuis maintenant un an, à peu près, on est systématiquement filmé. Non. Donc, Non, sauf quand c'est Madame Marie-Jo Marty-Coréen qui. Alors on est filmé, mais il n'y a pas de son. C'est bien ça? Je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt. Non, je plaisante. Moi, je ne regarde pas du tout, chacun son métier. Mais c'était déjà une preuve d'engagement. Oui, pardon. bon, Voilà. Bon, donc, on rajoutera 1500 au nom de Ramucho Goyetch et 1000 au nom de l'entreprise. Voilà, ce qui nous fera, et merci beaucoup, ce qui nous fera 2500 € de plus. Donc, on arrivera, vous faites le calcul vous-même, et on modifiera la délibération. D'accord? Il peut y avoir des oppositions de principe sur ce mode opératoire, qui est légal, je vous le rappelle. Je passe au vote. Je passe au vote. Qui s'abstient? Tu ne participes pas au vote, s'il te plaît. bien sûr, j'ai pas compris. Voilà. Qui est contre? Qui est pour? Avec non-participation au vote de la part de M. Goyetch. Ça marche? Très bien. C'était la délibération numéro 2. Délibération numéro 3. C'est une décision modificative, c'est la décision modificative numéro 4 sur le budget 2021. Je vais te laisser la présenter parce qu'elle est technique et elle intervient à la demande de Madame la trésorière. Je vais le redire plusieurs fois ce soir. Donc je le redis à la demande de Madame la trésorière. Oui, je te laisse faire. Oui, complètement. Bon, il y a 3 ou 4 délibérations qui suivent, viennent de la trésorière, qui est donc garante de nos comptes, on va dire ça comme ça. Donc, il nous demande sur cette délibération donc, de passer une opération d'ordre. L'opération d'ordre, je vous rappelle que c'est une opération neutre, avec des plus et des moins qui se compensent, pour une reprise d'amortissement suite à l'inventaire qui avait été fait. Voilà. Et nous demande également donc, un paramétrage du logiciel comptable en ce sens. Donc voilà, donc, vous voyez bien que vous avez une opération d'ordre, comme je vous le dis. Donc vous avez le virement de la section d'investissement qui va augmenter de 690. Vous avez une reprise d'amortissement d'immobilisation en plus. Donc une reprise en plus, ça veut dire un mois. Ça. Une reprise en plus, c'est en fait un mois. Voilà. Et ça concerne le logiciel Concerto de comptabilité. Donc il faut qu'on reprenne l'amortissement de ce logiciel. Ça change en fait pas vraiment grand-chose. Mais bon, on fera nécessaire pour que ça corresponde à ses volontés. Ouh, ça c'est bien. Des questions? Observations? Commentaires? Oui? On est toujours sur la même personne qui bloquait par rapport à l'Auchco. C'est la même. On va y revenir. On va revenir juste après. On va y revenir très rapidement. Voilà. C'est la même. C'est la même. Oui. D'accord. C'était la seule observation? On est amené à l'avoir longtemps une. Comment? On est amené à l'avoir longtemps une, si on doit baser à chaque fois sur tous les petits détails comme ça. C'est pas de la perte de temps, mais ça s'approche de la perte de temps. Ah non, mais ça prend un temps fou, ça, au service. Oui. Et vous verrez qu'il y a des sommes vraiment ridicules. Vous avez vu, il y a des sommes 5 €. C'est vraiment. Voilà. Donc, ça prend de l'énergie, du temps, avec une efficacité
je vous laisse juger. Et du coup, j'ai du mal à comprendre que c'est dû à cette personne, que c'est pas sur tout le territoire. Oui, c'est sur tout le territoire. Sur tout le territoire. Je peux vous assurer que... Beaucoup de communes se plaignent. D'accord. Surtout le territoire, oui, surtout le territoire de cette personne. Voilà, ce que je veux dire. Alors, pour les communes en dessous, peut-être, ils n'ont pas. Non, c'est pas la même trésorerie. Comment il faudrait réagir, quoi. Il faut peut-être marquer le coup. Je sais pas, essayer de voir avec l'étage supérieur si on est amené à chaque fois à faire des choses comme ça pour 5 euros, 2 euros, 3 euros, il y a aussi des sommes à 700 euros. Mais si c'est un peu de zèle d'une personne, d'un fonctionnaire, et qu'à côté, sur le territoire d'à côté, c'est pas fait, non, est-ce qu'on ne peut pas nous faire remonter le message dans l'espoir de ne pas avoir à perdre notre temps entre guillemets sur ça? J'imagine que vous l'avez fait aussi. Vous me permettrez de signifier que nous sommes en conseil municipal, et qui plus est filmé, nous sommes donc en instance publique. Toutes les bonnes idées que vous avez là. Mais il ne faut pas avoir peur de la caméra. Non, mais j'ai pas peur de la caméra. Non, j'ai encore moins peur de la caméra que les démarches sont totalement assumées, elles sont suivies, elles seront renforcées, et je le dis, elles seront renforcées si elles doivent être renforcées, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas normal que par exemple, vous parlez de l'OJCO, qu'il y ait des traitements différenciés sur le même par rapport à des communes, par rapport à la mise en place simplement d'une délibération. Donc aujourd'hui, nous avons pris une délibération il y a un peu plus d'un an, maintenant, un an et demi. Voilà, c'était le 12 juillet, si mes souvenirs sont bons. Le 12 juillet 2020, nous avons pris une délibération pour permettre... 2021 vous voyez, le temps me paraît encore plus long. Nous avons pris une délibération pour pouvoir mettre en place un paiement en EJCO auprès de nos administrés. Apparemment, on nous avait déjà annoncé au départ qu'il y aurait un veto de la part de cette régie, enfin de cette trésorière. Ça n'est suivi des faits. Effectivement, il y a eu un veto. Je me suis interrogé d'abord de façon informelle, j'ai interrogé un certain nombre de personnes, et puis de façon un petit peu plus formalisée, jusqu'à demander l'accompagnement de Madame la Trésorière, qui devrait, au mois de janvier, revenir vers nous pour nous